Je tenais à remercier sincèrement les organisateurs et en particulier Véronique et Thierry de m'avoir fait la commande de vous dire ce que vous serez dans 10 ans. Bon, à part le fait que nous aurons pris quelques kilos, nous aurons sûrement perdu quelques cheveux, il nous revient finalement de nous projeter. Et à la question les CESU dans 10 ans, je préfère faire le lien avec la communication du professeur Denef sur fondamentalement qu'est-ce que nous avons envie de devenir. Et d'une certaine manière, c'est dans ce type de rassemblement que se conjuguent probablement des idées sur le devenir des CESU. Alors, lorsqu'on essaye de faire l'exercice de style qui consiste à dire qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans, sachant que pour ce qui me concerne, je ne sais même pas ce que je vais faire dimanche, on va finalement se construire une représentation mentale, une image de ce devenir, pour essayer de fixer des perspectives, prospecter et puis finalement projeter. Alors, quelles sont nos images ou comment se voit-on dans 10 ans ? Est-ce qu'on se voit de cette manière dans des espaces qu'on devine très informatisés, techniques ? Est-ce qu'on se voit alternant les pratiques professionnelles dans différents contextes et puis la formation, ce qui relève finalement du débat qui a eu lieu ? Est-ce qu'on se voit dans des contextes dans lesquels les choses qui concernent la catastrophe, les urgences vont être de plus en plus prégnantes dans nos sociétés? Finalement, comment voit-on l'environnement dans lequel nous allons intervenir et donc travailler au niveau des CESU? Voilà. Alors, cette image, nous la possédons tous et il n'y a pas de devenir sans participation, sans travail collaboratif, sans échange. Et quand je préparais progressivement ce devenir avec ma boule, moi-même étant évalué par la fameuse agence d'évaluation et de recherche de l'enseignement scientifique dans le laboratoire auquel je contribue, j'ai vu une phrase extraordinaire. Il faudra qu'on donne pour le laboratoire dans lequel je travaille la vision de notre évolution à 5 ans et de manière un peu moins précise à 10 ans. J'ai été remarquablement impressionné par le rapport portant sur le débat sur la simulation et voir qu'on pouvait faire des projections à 50 ans. Alors là, je prends, parce que déjà à 10 ans... Alors, les psychologues ici dans la salle nous diraient, après, ça permet de faire une précaution verbale qui consiste à dire que le devenir avec lequel je vais m'entretenir va être imprécis, flou, volontairement subjectif et personnel, complètement erroné, que des doutes, absolument pas de certitude. Bref, il s'agit véritablement d'un exercice d'anticipation pour s'adapter. Et fondamentalement, lorsqu'on se projette, c'est pas tant pour la réalité de ce qui va arriver que pour l'adaptation au quotidien. D'ailleurs, si vous faites l'histoire de la prospective, l'histoire, c'est que des plantades. Et quand vous regardez comment les gens s'imaginaient le XXe siècle, on s'aperçoit que c'est rien à voir avec comment ils se voyaient, sauf que ça leur permettait de s'adapter dans les situations. Et le professeur Denef disant que les réformes nécessitent des ajustements, ces exercices de style nous conduisent finalement à une meilleure adaptation. Alors quand même, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va finalement créer ce devenir ? Bon, il n'est pas étonnant que ça va tourner autour de l'apprendre, et en ce qui me concerne, puisque c'est un devenir très subjectif, c'est fondamentalement autour des compétences en santé et de leur interaction avec leur environnement, puisqu'on sait que ça va être de plus en plus déterminant. Alors déterminant parce que finalement les CESU c'est quand même encore l'école des SAMU et que ce SAMU c'est quand même le deuxième, c'est un hôpital en soi qui va être de plus en plus frotté aux situations de catastrophe et d'urgence et comme dirait le professeur Nemitz, situation normale et exceptionnelle. Voilà, donc l'apprendre c'est fondamentalement pour les CESU en ce qui me concerne le soutien à des apprentissages significatifs de compétences, mais pour différentes populations. En d'autres termes, c'est professionnels de santé, certainement, citoyens, on y touche, et puis on verra les patients.
C'est incontestablement pour les conduire à prendre des résolutions de problèmes, d'anticiper et même faire des choses qui ne devraient pas être finalement dévolues. Donc le débat qui a eu lieu sur peut-on faire des choses qui ne soient pas réglementaires, je me demande si dans les années à venir, il ne sera pas toujours questionné, puisque les situations sont d'autant plus complexes qu'elles appellent parfois à des compétences à réaliser sur le moment même. Dans l'urgence, on le sait, et puis vous le savez aussi, notre système se complexifie, les modes de pensée, d'organisation et de décision, et donc il va falloir finalement que les CESU préparent de plus en plus toute personne à développer ses compétences dans une situation de complexité. Alors peut-être deux options pour les CESU. Centre de modélisation des savoirs et des compétences de l'urgence et des situations de catastrophe, normales, exceptionnelles, selon moi. Et un centre de ressources des populations et territoires de santé. C'est fondamentalement ce que on pourrait voir à travers les CESU, ce que l'on fait déjà, mais ça va être de plus en plus soutenu. En fait, il s'agit que les CESU participent de questions sur les domaines de compétences de l'urgence, des situations de catastrophe, et pour quels nouveaux métiers. Il est évident que les CESU sont prospectifs pour déterminer quel nouveau métier. Alors certains ont dit, oh là là là, pas toujours métier, fonction, compétences déjà, mais effectivement, métier à venir. Et pour cela, moi j'y vois deux choses fondamentales. C'est augmentons la perméabilité de l'organisation des soins et des organisations de formation. Et le devenir des CESU, c'est la perméabilité pédagogique entre le lieu de soins et le lieu de formation, et évitons et résistons à la culture historique française de cloisonner ces lieux et de finalement faire dépendre le lieu de formation du soin ou inversement. Il faut absolument augmenter notre perméabilité. Et le deuxième, c'est d'essayer de produire ce que j'appellerais des conservatoires des savoirs et des compétences accessibles, c'est-à-dire des lieux d'accessibilité du savoir-faire. Alors, modélisation, j'y reviens, et je confirme, voilà, comme ça, mais à mon niveau, simplement, que c'est vraiment un échange sur les différents types de théories d'expertise, de l'enseignement, de l'apprentissage, des savoirs expérientiels, des savoirs profanes même, c'est-à-dire une articulation raisonnée de ces différentes entités qui constituent les savoirs. Et soutenir les échanges de flux d'informations, de l'apprendre et sur l'apprendre dans les espaces de soins et les espaces de formation. Ce qui veut dire que côté soins, nous devons amplifier tout ce qui relève des organisations dites qualifiantes, c'est-à-dire les organisations d'apprentissage, c'est-à-dire que les CESU doivent être soucieux que dans les organisations de soins, quiconque y travaille apprenne de manière significative. Que ce soit de l'ambulancier jusqu'au médecin, il est nécessaire qu'à la fin de journée, toutes ces personnes aient acquis significativement une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence, si cela est possible, à travers trois modalités classiques, mais qu'il faut renforcer dans les années à venir, les analyses d'incidents, les analyses de pratique et les retours d'expérience. C'est par cette perméabilité que la formation peut s'enrichir, et en retour, par la simulation, les méthodes d'explicitation et de pensée à haute voix, renvoyer au milieu de soins, finalement, une réflexion et une analyse distanciée des compétences. Voilà, contribuer à stocker et actualiser des savoirs et des compétences, par quels moyens? À nous de les trouver, hein, que ce soit des lieux de référence sur lesquels on peut s'adosser, s'appuyer pour dire comment procède-t-on, comment enseigne-t-on ça, et puis garantir la valeur scientifique, et là on est dans le cœur du congrès, c'est-à-dire la recherche, comment rendre crédible ce que nous donnerons comme accessibilité aux autres, et enfin diffuser et rendre accessible cette information. Je dois dire qu'un des enjeux à venir des CESU, c'est rendre accessible ces savoirs, accessibles aux professionnels, certes, mais comme on va le voir, à d'autres populations. Car voilà, si on doit conserver des savoir-faire, les réfléchir, rendre plus perméables nos rapports avec le soin, monter en puissance sur l'apprendre dans quel que soit le lieu, nous devons aussi le rendre accessible à des populations, et en particulier à des populations dans différents territoires, c'est-à-dire comment entretenir dans les populations qui nous font confiance des compétences qui vont leur servir à des moments estimés judicieux par elles-mêmes. C'est donc un fondamental engagement dans une solidarité de compétences dans les territoires de santé. Alors bien sûr, on a commencé, et le travail est incroyable, j'ai repris la donnée de 175 000 personnes formées par le professeur Nemitz. Cependant, la montée en puissance de masse, voilà, c'est un défi en soi, ça appelle à des ingénieries
qui sont questionnés au sein des CESU et qui finalement conduisent à cette solidarité experte. Mais jusqu'à quel point pourrons-nous la tenir? De toute manière, former des publics cibles avec des relais, c'est gérable quantitativement, mais c'est un risque d'élitisme, voire une limite, et on sait la limite de formation de formateurs. Nous avons là un défi conceptuel, mais aussi très opérationnel, pour pouvoir rendre accessible, par le biais de formation, mais aussi d'autres supports, de l'accessibilité à ces compétences. Mais là où nous devons finalement aussi nous intéresser, c'est les populations vulnérables, et en particulier les patients. Alors, bien entendu, je suis biaisé, parce que travailler dans un laboratoire dédié au champ de l'éducation thérapeutique, j'appelle depuis plusieurs années, et j'ai été vraiment heureux de voir l'étude de Christine et du CESU d'Amiens sur qu'apprennent les patients à sortir des urgences, car là, il y a une place majeure que les CESU peuvent prendre sur le développement des compétences à se porter secours chez des patients, voire des familles. On l'a commencé auprès des enfants, mais la famille en sens élargi sociologiquement du terme sont des lieux maintenant reconnus comme réappropriation de compétences en santé alors qu'elles avaient été confisquées par le professionnalisme du milieu de la santé. Donc, éduquer, former les enfants, on le fait, il faut poursuivre, les familles au sens élargi, et éduquer, les former, les patients et leurs aidants à se porter soin. Il y a un enjeu majeur, et il est intéressant que les CESU s'orientent vers ce qu'on appelle actuellement les programmes autorisés pour les éducations thérapeutiques, qui appellent en permanence des compétences de vigilance que les CESU pourraient relever. Alors comment faire? Bien, vous l'avez déjà anticipé, je n'invente rien, je ne fais que reprendre des éléments de discussion ou entendus dans les ateliers, la mise en lien inter-CESU, les unités mobiles de CESU, les accès à des conservatoires, la télééducation, les sites internet médiatisés par les webmasters CESU, les réseaux sociaux de solidarité médiatisés par les CESU. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que nous sommes environnés de ressources, mais nous ne les connaissons pas. Nous sommes environnés de compétences, mais nous n'y croyons pas. ATD Carmonde, les Restos du Cœur sont bourrés de gens compétents sur lesquels nous pouvons créer des alliances de solidarité pour déployer le champ des compétences en santé. Il faut y croire, ils sont là et ils n'attendent que ça. Voilà, devenir dans 10 ans CESU, incontestablement, vu l'évolution, et je suis heureux d'être le témoin de cette évolution et de la confiance qui m'est faite, c'est incontestablement un centre de référence et de ressources, pas facile, mais c'est fondamentalement s'engager dans 2 champs qui sont une vérité criante, en particulier en France. C'est comment rendre accessible à des personnes et des populations en grande vulnérabilité des compétences en santé, et comment participer de la réduction de l'inégalité de soins, voire de réduire l'inégalité sociale de santé. Et les CESU, par les 2 bras que sont l'expertise en soins et l'expertise en éducation, peuvent absolument y contribuer. Voilà, que voulez-vous devenir? À vous de choisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si après cette conclusion, il faut un débat. Néanmoins, est-ce que vous avez des questions, des remarques à Rémi Gagnère, qui a donc souligné le travail collaboratif, la nécessaire adaptation et surtout l'adaptation à notre environnement et à la société, et ce lien avec le patient. Des remarques, des questions? Oui. Oui, Pierre. J'ai cru saisir qu'il était temps de faire les commandes au président de l'ANCESU, alors j'en profite. Parce que à travers... C'est Noël. Voilà, c'est Noël, bientôt. On est dans la capitale de Noël, paraît-il. Après l'intervention de monsieur le professeur Rémi Gagnère, il y a des capacités qui sont dépassées à certains moments des congrès. La nécessité de la recherche, elle est aussi au cœur de notre métier. Et quand on est isolé dans son coin, c'est difficile. Alors est-ce que l'ANCESU pourrait un jour faire un séminaire sur la formation à la recherche? Ça permettrait de mettre en lien les éventuels candidats et surtout ça permettrait de créer ce lien nécessaire pour que la direction de la recherche puisse être commune, collaborative et consensuelle. Donc le président me fait... La réponse est bien sûr.
Donc oui. Non, mais ça veut dire que du coup, on est en train de demander aussi à Rémi d'animer le futur séminaire consacré à la recherche aussi. Et il a dit oui, bien sûr. Monsieur Éric Kial. Oui, désolé, encore moins. De la Vendée. Vous avez parlé d'élargissement des publics. Est-ce que nos instances type ARS, dont les références sont nommées, pourraient être une aide à cette recherche, de marché, dont nous n'avons pas malheureusement la possibilité matériellement d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça, de savoir où sont les priorités de formation, et je pense qu'il y en a quand même au niveau national, puisque tous les ans elles sont éditées, et qu'elles sont finalement très peu connues, même de nos directions hospitalières. Souvent, on en est destinataire depuis 2 ans dans les CESU grâce à l'ANCESU, mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, elles sont très peu connues. Je me tourne peut-être plus vers la DGS, la question, oui, c'est Madame de Pénenster ou Madame Christine Lemeu. On va donner le micro à Dominique de Pénenster. Nous admirons la course de Frédéric après une nuit néanmoins agitée. Merci. Il y a des orientations, effectivement, il y a des circulaires pluriannuels d'orientation sur des thématiques, mais ça ne correspondra pas vraiment à quelque chose d'aussi précis que ce que vous souhaitez pour que les ARS les relaient. Vous avez de toute manière déjà la FGSU, c'est déjà un point quand même important. Après, sur toutes les orientations qui correspondent en fait à des priorités ministérielles, vous avez ces circulaires qui ont lieu, qui sont pluriannuels, et puis dans le cadre de la formation dans la formation continue, vous aurez également en fait des orientations qui seront définies au niveau national, mais ce ne sont que des orientations. Donc ça ne répond pas exactement à ça. Mais les ARS devront en fait décliner au niveau des régions, et donc ce sera peut-être une base sur laquelle les ARS s'appuieront. Mais ce ne sont que des orientations. Donc, oui, sachant qu'actuellement, dans le cadre des programmes régionaux de santé, dans le cadre de tout ce qui est territoire de proximité. Et là, je vous ai parlé hier des contrats d'objectifs et de moyens, et aujourd'hui de vos établissements de santé. J'ai envie de dire qu'il faut que nous-mêmes, pardon l'expression, mais on se bouge pour savoir ce qui se passe dans les territoires de proximité, puisque dans un certain nombre de territoires, il y a des demandes très précises, très claires, concernant, entre autres, apprendre à se porter secours au sens de se porter soin. Et ça, c'est important. La deuxième chose qui pourrait nous aider, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, on a notre site, et que j'ai envie de dire, dans le site, quand quelqu'un a une piste particulière, c'est plutôt bien, et c'est le réseau des CESU, on est là pour ça. C'est bien de donner cette piste. Certains d'entre nous ont déjà transgressé, entre guillemets, puisque je vous rappelle qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par certains CESU sur le porter-secours entre sans domicile fixe. Enfin, ça a été fait, ça n'a peut-être pas été suffisamment valorisé, peut-être qu'il faut le faire savoir. Tout ce qui s'est fait en milieu pénitentiaire, où il y a eu, là encore, des choses qui ont été travaillées dans nos CESU, et certains d'entre nous font des choses en se disant, de toute façon, c'est pas la peine que je le publie, ou c'est pas la peine que je le partage, c'est une petite chose. Je crois que sur le site, il est important qu'on puisse partager ces petites choses, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on arrivera justement à aller au-delà de ce que j'appellerais pas un marché, Eric, mais un domaine. Autre commentaire, question, ici à gauche. Oui, juste pendant ce congrès, vous avez eu une communication libre passionnante qui a été faite par Saint-Étienne sur la formation de formateurs relais à l'intérieur des villes et des villages, en dehors de la présence du CESU, avec une intermédiation du CESU. Mais très concrètement, le maire du village dans lequel ça s'est passé, là c'est la casquette élue de la République qui parle, il va aller communiquer avec les autres maires de sa région, de son canton, de son département, et le congrès des maires, ce genre d'initiative où on fait du lien, où on crée du lien, ça se répand, le bouche à oreille, ça marche aussi dans les politiques, et c'est une démarche éminemment politique. La politique, c'est
juste l'art de vivre ensemble. Et donc si on réussit à travers des toutes petites initiatives ou des initiatives un peu plus importantes à convaincre notre maire, notre conseiller général que ça a de la valeur, que ça se reproduit, que ça crée du lien, mais bien sûr on sera financé. Il y a des conseillers généraux qui ont une capacité à mettre de l'argent là-dessus. Il ne faut pas attendre de la part des ministères de relayer une politique de formation. Il faut attendre ça des gens à l'échelle à laquelle on se trouve, c'est-à-dire on est au plus près du terrain, on est dans le local, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les situations. Et pour appuyer ce que vient de dire Pierre, il y a eu une expérience qui a été menée par notre collègue du CESU d'Angoulême, donc Isabelle, qui est dans la salle, et son équipe, pour, à la demande de la mairie, mettre en place une sensibilisation à la défibrillation, etc. Il en est quand même sorti un petit bouquin sous forme de bande dessinée, qui est maintenant donc appuyé par SAMU Urgence de France, l'ANCESU, qui va l'être par le ministère de l'Éducation nationale. Et voilà, je crois que il faut qu'on soit... Alors vous allez dire, oui, mais c'est du temps d'être sur tous les fronts. Je crois qu'on est en passe de gagner le front de la FGSU pour que tous les professionnels de santé apprennent les gestes d'urgence. Je crois que le congrès de Strasbourg, c'est aussi le moment où il faut se dire ouvrons-nous la tête et allons ailleurs. D'autres commentaires ou questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de commentaires et de questions, je remercie en votre nom Monsieur Denef, Monsieur Bédard, Rémi Gagnère, et je vous remercie. Et nous avons une longue route ensemble encore. Merci. Merci.